bonjour, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver. Ce nouveau numéro de School TV Le Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. À chaque fois, vous le savez, une initiative sur le plan local, voire national, parfois même international, on est fou. Avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Le sommaire de cette nouvelle émission, c'est une petite annonce qui n'est clairement pas passée inaperçue. Un nouvel enseignement sur la vie relationnelle, sentimentale et sexuelle. Dixit le Premier ministre, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal, et c'est prévu pour la rentrée prochaine. Et oui, ça arrive vite. Quels en sont les contours, les contenus de ces nouveaux apprentissages? Éléments de réponse dans un instant avec nos invités. Dans ce mag, on parlera de sensibilisation, de responsabilisation aussi quant à la transmission du VIH/SIDA. Quelle prévention pour notre jeunesse? Comment faire passer au mieux ces messages? Quels ateliers et autres interventions dans les écoles notamment? Eh bien, vous le verrez. Et puis bien sûr, qui dit mag School TV dit Loop avec Alix. Oui, et je vous parle de Brio Ado, un média pour ados qui aborde notamment les questions de santé sexuelle. Et c'est dans l'expression orale. C'est parti. L'expression orale avec Carla Loncoeur. Bonjour Carla. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes chargée de prévention chez Solidarité SIDA. Merci d'être là. Émeric de Chézel également. Bonjour. Bien, tous les deux, vous êtes coordonnés, c'est magnifique. Responsable prévention chez Solidarité SIDA. Solidarité SIDA qui existe depuis quand? Qui existe depuis 1992, qui est surtout connu pour le festival Solidays qu'elle organise depuis 1999. Avec un certain succès. Avec un certain succès. 200 000 spectateurs par an. Et toujours une belle programmation, effectivement. En déplacement dans le Rhône, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé, je pense que vous ne l'avez pas manqué, un enseignement à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et ça fera partie du programme de primaire pour la rentrée 2024. Écoutez. Mandaté le Conseil supérieur des programmes. Il m'a remis une proposition de programme sur ce sujet avant que je quitte mes fonctions à l'éducation. Et donc on aura un nouveau programme qui va s'appliquer pour la rentrée, avec pour objectif de réaliser ces séances. En gros, à l'école primaire, on doit apprendre le respect de l'intégrité du corps, le fait qu'on ne peut pas atteindre l'intégrité du corps, que si c'est le cas, c'est des violences et qu'il faut les signaler, faire apprendre ça aux enfants. Ensuite, sur l'éducation sexuelle en tant que telle, ça doit venir au collège et au lycée, mais clarifier ça. Donc ça sera fait pour que ces temps d'apprentissage aient lieu pour tous les élèves chaque année. Et deux, qu'on ait de nouveaux dispositifs pour recueillir la parole. Moi, je regarde beaucoup ce que font des associations. Il y a les boîtes aux lettres papillons. Il y a peut-être d'autres choses qui peuvent être portées. Mais je serai toujours en soutien de dispositifs et d'idées pour faire des propositions. Et sur l'accès aux soins aussi. Carla Loncoeur, comment vous avez accueilli la nouvelle? C'est une plutôt bonne nouvelle. En tout cas, on espère. Ça vous a surpris? Non, pas forcément. On espère que ça aura un impact positif sur la réalisation en effet de ces 3 séances d'éducation sexuelle par an qui est prévue dans la loi depuis 2001. Et qui passait un peu la trappe ou pas? Et qui a tendance en effet à passer un peu à la trappe malheureusement. Ouais. D'après une enquête de l'association En Avant Toutes, ouais. C'est en moyenne 2,5 sessions sur la totalité de la scolarité que reçoivent les élèves, au lieu des 3 par an. C'est ça, on n'est pas sur les 3 par an, c'est 2,5 en moyenne sur l'ensemble de la scolarité. Vous avez été plutôt surpris ou pas par cette annonce de Gabriel Attal? Il y a l'annonce et puis il y a le côté, ce sera demain, quoi. Enfin, c'est pour la rentrée prochaine. Alors sur le principe, on s'en réjouit, ça ne fait que suivre la loi qui est en vigueur depuis 2001, ouais. Qui prévoit donc une information et une éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées, comme on l'a dit, à raison d'au moins 3 séances par année. C'est vrai qu'effectivement, on imagine que formaliser un parcours, un programme, sera quand même plus simple pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une intention sur qu'est-ce qu'on met derrière ces cours d'éducation sexuelle. Il n'y a pas forcément très concrètement de cursus. Donc ça va, je pense, outiller les personnes qui vont être en charge de ce travail-là. Est-ce que, d'après vous, ces temps d'éducation doivent avoir lieu chaque année? C'est ce que prévoit la loi. Ouais. Après, c'est vrai que par moment, sur le terme d'éducation à la sexualité... La loi prévoit beaucoup de choses. Mais... Comment? La loi prévoit beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'après, quand on mène des enquêtes, c'est plus compliqué. J'ai été voir un petit peu sur le site du ministère de l'Éducation nationale, parce que c'est vrai que derrière le terme sexualité, il y a parfois des petites confusions sur qu'est-ce qu'on met. Ce qui est prévu quand on parle d'éducation à la sexualité, c'est des composantes biologiques. Ça, effectivement, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent qui est réalisé, donc les questions d'anatomie, de reproduction, de contraception. C'est aussi des composantes psycho-émotionnelles. Compétences psychosociales, relations interpersonnelles, les notions d'émotion, de sentiments, et puis des enjeux juridiques et sociaux, donc l'égalité homme-femme, les violences sexistes et sexuelles, les cyberviolences, la pornographie, toutes ces questions-là. Donc c'est vrai que par moment, quand on parle d'éducation à la sexualité, les gens ont peut-être tendance à restreindre un petit peu le propos, surtout sur la première composante. C'est plus large que ça, c'est ce que prévoit la loi, c'est ce que dit le ministère de l'Éducation nationale.
Est-ce que l'on a tendance, est-ce que le grand public a tendance, Carla, à sous-estimer l'importance de ces cours, l'importance de cet enseignement? Oui, je pense. On le voit déjà justement dans le fait que c'est beaucoup moins réalisé que ça le devrait. Ça a énormément d'enjeux de réaliser ces séances d'éducation sexuelle tout au long de la scolarité. Déjà parce que les jeunes sont touchés par les problématiques de VIH, d'IST, que ça a pour objectif ces séances de prévenir les risques qui peuvent exister autour de la vie sexuelle et affective. Par exemple, cette année, c'est 14% des nouvelles contaminations au VIH qui concernent les moins de 24 ans. Donc les jeunes sont directement concernés par ces sujets-là et pour lutter contre l'épidémie, il faut également leur en parler. Une personne sur 10 a moins de 24 ans? Exactement. Wow. Ça fait 700 jeunes par an de moins du coup de 24 ans qui sont contaminés chaque année. Alix. Oui, Émeric, d'après un sondage publié en novembre réalisé par l'IFOP en partenariat avec le SIDAction, les préjugés et les fausses croyances sur le VIH-Sida augmentent parmi les jeunes et ce, malgré les efforts de sensibilisation. Comment on l'explique ? Je pense qu'il y a quand même dans la société cette idée que l'épidémie de VIH, le plus gros de l'épidémie de VIH est quand même derrière nous, parce qu'il y a un accès au traitement qui est plus efficace, parce qu'il y a un moment où effectivement les chiffres de contamination ont été en baisse. C'est plus vraiment le cas. Depuis une dizaine d'années, les chiffres sont finalement assez stables. Et puis je pense qu'inconsciemment, il y a cette idée que l'urgence d'autres thématiques peut-être paraissent davantage comme des urgences absolues et on a cette idée que l'épidémie tend vers sa fin. C'est même si dans les faits, non, l'épidémie stagne. Qu'en est-il de la prévention, qu'en est-il de l'information concernant le VIH-Sida? Solidarité Sida a mis en place il y a quelques temps les après-midi du zapping. Ça donne ça. C'est tout au long de l'année que la région Hauts-de-France s'engage dans la prévention du VIH, mais aussi des maladies sexuellement transmissibles, des infections sexuellement transmissibles, notamment auprès des lycéens. Donc, comme nous avons des actions, notamment avec Solidarité Sida, quand on organise nos après-midi du zapping, avec 15 après-midi, on touche à peu près 4000 lycéens. On a aussi mené une action de prévention en installant des distributeurs de préservatifs dans les lycées. Plus de 320 distributeurs ont été installés en région Hauts-de-France dans les lycées. Donc ça permet en fait aux lycéens, en toute discrétion, de pouvoir accéder à une protection. Et puis nous avons aussi les autotests, où là ça s'adresse aux services de santé universitaires. Plus de 2000 autotests ont été donnés en région. Et donc finalement c'est tout un plan SIDA que la région Hauts-de-France met en place pour évidemment réduire les contaminations, même arriver à 0 contamination en 2030 pour la région. Donc une belle action de prévention SIDA. Alors Carla, je pense que vous étiez sur place, effectivement. Oui, C'était où dans les Hauts-de-France? On intervient dans 15 villes dans la région. On est intervenu, je crois que là, c'était à Doulan. Il me semble, ces images-là. On fait 3 villes par département, donc on essaie vraiment de couvrir un maximum d'endroits. C'est quoi les idées de ces après-midi du zapping? Alors, l'objectif de l'après-midi du zapping, déjà, c'est de proposer un format ludique, interactif, un peu original pour essayer d'intéresser, de garder l'attention un maximum des élèves sur ces sujets. L'idée aussi, c'est de sensibiliser un maximum d'élèves à la fois. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça sous un format sortie scolaire. On va dans des salles de théâtre, dans des cinémas. On voit entre 200 et 300 jeunes par session. C'est important de ne pas forcément être dans le décorum de la classe? Oui, pour nous, c'est assez important. Et les élèves aussi nous font des retours assez positifs là-dessus. L'idée, c'est qu'on les sorte de leur environnement habituel. Ils sont pas dans leur classe, ils sont pas forcément du coup avec leurs camarades de classe ni avec leurs professeurs. Donc on espère en tout cas que ça favorise un certain anonymat et que ça puisse les aider plus facilement à oser poser des questions, à oser participer et changer un peu leur cadre habituel. Et c'est le cas? Quelles sont les questions les plus récurrentes? On en a beaucoup, ça va beaucoup changer selon les villes aussi, mais on a quand même certains sujets qui reviennent beaucoup. Sur les questions de consentement et sur les questions de violence, on a souvent beaucoup d'échanges là-dessus. On peut avoir des jeunes filles qui réalisent, parce qu'on parle de ça avec elles à ce moment-là, que ce qu'elles ont vécu était des violences. Ou alors des remarques un peu plus dans l'autre sens, des personnes qui vont parler de fausses accusations, qui vont un peu remettre tout ça en question. Donc on prend vraiment le temps de déconstruire tout ça avec eux. Il y a une sorte de débat qui se met en place à chaque fois? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Wow. J'imagine l'après-midi qui se transforme dans les soirées du zapping, tu sais, finalement ça se prolonge. On essaye dans ce cas-là de à la fois prendre le temps de leur donner les informations dont ils ont besoin et de déconstruire tous ces sujets-là, et puis à la fois de rester sur le chemin pour leur amener aussi d'autres sujets, des questions plus autour du VIH, des IST, qui font aussi beaucoup, qui les intéressent beaucoup et qui ramènent aussi beaucoup de questions. Ces après-midi du zapping, c'est un outil puissant, c'est un outil efficace.
Oui, ça existe depuis un tout petit peu plus de 20 ans. Donc c'est plus de 100 000 jeunes qui les ont suivis. Et puis oui, effectivement, ça a ce côté où en fait ça aborde ces sujets-là d'une autre manière, ça aborde énormément de sujets. C'est vrai qu'effectivement on parle beaucoup depuis tout à l'heure de VIH/SIDA, mais on parle déjà en général de prévention quand on écoute les IST. Et puis on parle de toutes les thématiques qui peuvent être liées à des questions donc, de consentement, la lutte contre les discriminations, les questions d'égalité homme-femme au sens large. Tout ça en 3 heures, c'est quand même assez dense. Forcément, il y a beaucoup de choses à aborder. Mais ce format-là, avec les faites un peu le boulot de l'école, non? Quand faites un peu le boulot de l'école, non? Alors, je sais pas si c'est à l'école de le faire, mais... Je pense que c'est complémentaire. C'est complémentaire. Idéalement, s'il fallait justement réaliser ces 3 séances par an, il y aurait besoin du travail des associations, comme la nôtre, ou comme le planning familial, SOS Homophobie, plein d'autres structures qui le font. Mais aussi en interne, c'est vrai qu'il y aurait besoin de mobilisation en interne des établissements. Mais je pense que les professeurs et les établissements sont très volontaires et très demandeurs pour réaliser des sessions, mais n'ont pas toujours la possibilité, les moyens, le temps, etc. Émeric ? On est dans un cadre scolaire. On travaille, les élèves qui viennent le font dans le cadre de leur établissement. On est en lien avec les infirmières scolaires. Ça se passe effectivement en dehors, mais on ne se substitue absolument pas à l'école. On est dans un cadre... Oui, je vous taquine, c'est pas ce que je voulais dire, effectivement. C'est complémentaire. Alix ? Carla, quelles sont les principales fausses informations que vous rencontrez dans votre travail de prévention ? Alors, les fausses informations, on peut en avoir beaucoup. On a beaucoup de méconnaissances autour des modes de transmission du VIH. Par exemple, le fait qu'avec des pratiques orales, il peut y avoir des transmissions du VIH et des IST, et que du coup, c'est des pratiques qu'il faut protéger. Ça, c'est peu connu en général, ça surprend beaucoup les élèves. On va avoir aussi, par exemple, une méconnaissance du traitement pour le VIH, du fait qu'on peut vivre avec le VIH, qu'on n'en meurt pas, et que quand on a accès au traitement, on ne le transmet plus. Ça, c'est quelque chose qui est très peu connu en général. Quelle est la différence d'ailleurs, petite parenthèse, entre l'infection ou les infections sexuellement transmissibles, l'IST, et les maladies sexuellement transmissibles? Les MST, il y a une nuance ou pas? Oui, tout à fait. Alors, on va parler maintenant d'IST, donc infection sexuellement transmissible, et plus de MST, maladie. Parce que quand on dit le terme maladie, on sous-entend qu'il y a des symptômes. Pour une maladie, il y a toujours des symptômes. Pour les IST, il n'y a pas toujours des symptômes. La majeure partie du temps, d'ailleurs, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on dit IST et non MST. D'accord. Globalement, que vous disent tous ces élèves une fois qu'ils viennent? Est-ce qu'ils sont, vous les sentez comment? Intéressés, curieux, soulagés aussi parfois? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui vous inspire cette jeunesse qui en plus a accès aujourd'hui à l'information? Je veux dire, en 2 clics aujourd'hui sur mon téléphone, c'est peut-être pas, moi je suis un vieux, je n'avais pas ça à l'époque. À l'époque, j'aurais adoré effectivement que Solidarité Sida vienne animer une conférence et qu'on ait ces débats, mais aujourd'hui, même si on n'a pas la conférence de Solidarité Sida, si on n'a pas les après-midi du zapping, on a les moyens de s'informer quand même. On a les moyens de s'informer. Après, est-ce que tout le monde est bien informé pour autant sur le VIH/SIDA comme sur d'autres sujets? C'est une autre question. C'est encore l'autre débat. Sur le fameux sondage d'ailleurs qui avait été publié en novembre, dont vous parliez tout à l'heure, on avait quand même vu que plus de 18% des 15-24 ans pensent que la prise d'un comprimé de paracétamol empêche la transmission du virus. Ce qui est quand même très facilement vérifiable sur Internet. C'est quoi? C'est dû au... Ce seraient les réseaux sociaux qui contribueraient à propager de fausses informations ou qui... Où est-ce qu'on trouve ce genre d'infos? Alors, je ne sais pas si ça sort de l'imagination des jeunes en question ou si effectivement, je ne verrais pas forcément l'intérêt d'une campagne de désinformation sur le sujet. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir là-dessus, je n'ai pas de certitude. Après, sur les retours des jeunes, nous, on a un petit questionnaire qu'on fait remplir aux jeunes et aux accompagnants, dont les infirmières scolaires, les enseignants notamment, après chaque après-midi du zapping. On voit que globalement les jeunes sont quand même très réceptifs au format, on leur demande de nous mettre une note, il y en a plus de 3/4 qui vont au-dessus de 15/20, donc voilà, on a plutôt une mention bien, voire très bien. Après sur le contenu exactement, c'est vrai que c'est peut-être plus toi Carla qui va... Carla. Oui, on a quand même aussi une grosse majorité des élèves, 89% cette année, qui nous disent qu'ils ont appris quelque chose pendant cet après-midi sur les différents sujets, à la fois sur des sujets autour du consentement, de l'orientation sexuelle, de plein de choses comme ça, mais aussi sur des sujets plus concrets de transmission, de dépistage aussi. C'est un sujet sur lequel les jeunes estiment avoir beaucoup appris en général après l'après-midi. Et oui, comme l'a dit Émeric, on a des retours quand même plutôt très positifs, à la fois des élèves et des équipements. Et il suffit d'une conférence comme celle-ci, vous pensez, pour changer de comportement? Quand on a 12, 13, 14, 15 ans? Je pense que ça peut suffire, ça peut aussi ne pas suffire. L'idée, c'est qu'ils vont au moins
attraper quelques informations, attraper quelques idées, peut-être pas tout sur 3 heures, on est réaliste, on se doute bien que tous les élèves ne vont pas tout comprendre ni tout retenir et c'est normal. Et c'est aussi tout l'intérêt justement de sessions qui sont réparties petit à petit dans la scolarité. Les analyses d'impact là-dessus, c'est quand même honnêtement très difficile à mesurer. Enfin, on peut pas savoir si un jeune s'est protégé à son premier rapport sexuel, est-ce que c'est grâce à nous. En revanche, ce qui est sûr, c'est que pendant ces 3 heures, on va les outiller avec des informations dont ils seront libres de faire ce qu'ils veulent. Maintenant, s'ils veulent assurer leur bien-être, leur santé sexuelle et mettre en œuvre ce qu'on leur propose de mettre en œuvre pour leur propre santé, on va les outiller. Est-ce que le préservatif, la capote pour parler franchement, fait partie intégrante justement de ces conversations, ou il regarde avec des yeux de merlan frit parfois quand vous évoquez la question? Ça les fait toujours rire la première fois qu'on va dire le mot, mais vu qu'après on prend toute l'après-midi, on prend le temps d'en parler à plusieurs reprises, ils s'habituent aussi, ils nous voient nous utiliser les mots sans être gênés, donc ça finit par être pareil pour eux. Et oui, ça fait partie intégrante de ce dont on leur parle, on leur explique comment ça s'utilise, on leur fait des démonstrations, on leur en met à disposition aussi. Chaque après-midi, ils peuvent repartir avec des préservatifs internes ou externes si il et elle le souhaitent. Donc ça fait vraiment partie intégrante des messages qu'on leur fait passer. Et c'est là aussi où il y a encore beaucoup de questions? Parce que le préservatif est invisible. Je sais que les jeunes consomment aussi beaucoup de porno, mais dans les pornos, concrètement, il y a encore très peu de pornos aujourd'hui qui utilisent des préservatifs. C'est vrai. Après, ils connaissent et ils savent que ça existe, ça c'est sûr, mais il y a quand même encore beaucoup de mauvaises informations sur le fait que ça risque de craquer facilement, que c'est pas fiable, que ça enlève du plaisir, ce genre de choses. D'accord. Alix? Est-ce qu'il n'y a pas un travail qui devrait être fait aussi, selon vous, de la part des parents, un peu de sensibilisation dans les foyers? Alors, nous, on fait différents types d'actions de sensibilisation, et notamment on en fait par exemple dans les foyers de jeunes travailleurs. Et on se rend compte que parfois dans les foyers de jeunes travailleurs, on préfère demander aux responsables d'établissement de ne pas être avec nous pendant les ateliers, parce qu'en fait la parole du coup des jeunes va être plus libre dans ces conditions-là. Donc sur la question des parents, est-ce qu'un jeune se sent plus à l'aise à parler sexualité avec ses parents, ses enseignants, des personnes extérieures à l'école ou autre? Ça va dépendre de chaque jeune finalement. Encore une fois, nous on offre cette possibilité-là d'en parler à nous. On ne se substitue à personne, on ouvre une porte supplémentaire. Oui, le fait est qu'il y a forcément dans les jeunes qu'on rencontre certaines qui vont être très à l'aise d'en parler avec leur famille, qui auront de l'information qui viendront de leur famille, de leurs parents, et d'autres pas du tout. Et donc il faut que ceux-là aussi puissent avoir accès à l'information, et du coup c'est peut-être là aussi qu'on se place dans un travail complémentaire au travail de l'école, au travail de la famille et au nôtre. Qu'en est-il, ça c'était pour le volet prévention, qu'en est-il de la campagne de dons en 2023, comment elle s'est portée? Alors, Solidarité Sida, nous, pour le coup, on fonctionne vraiment sur un modèle très très spécial, puisque du coup, le festival Solidays, en fait, est notre principal outil de don. C'est-à-dire que, on joint l'utile et l'agréable. Un festivalier qui achète son billet pour Solidays, finalement, c'est ce qui va nous permettre de générer des revenus, et ce sont ces revenus-là qui vont nous permettre de financer des programmes d'aide aux malades, d'appui à des associations de lutte contre le VIH/SIDA en France et à l'international. Donc c'est un modèle très spécifique, on ne fait pas appel à la... Il a 25 ans le festival. C'est ça. Ouais. Et c'est c'est plus de 80 millions je crois de récoltés? Non, alors non, on est à un petit peu plus... en termes de récolte pure, c'est quelques millions. On n'est pas du tout dans ces eaux-là. 80 millions, c'est les mastodontes, je pense que sont le Téléthon ou ce genre de choses. Peut-être bientôt. Depuis 25 ans, ouais. Non, oui, peut-être au total depuis le début, dans ce cas-là. Oui, c'est probablement. Ouais. Oui, depuis 25 ans. On a plus une vision année par année, c'est vrai. Par année, on aimerait bien, mais on n'en est pas. Bientôt. C'est l'heure de la loupe avec Alix. Alix, gros zoom aujourd'hui sur Brio Ado. Et c'est un média pour ados. Et ce projet est né de l'amitié et de l'expérience partagée de 3 jeunes femmes qui ont traversé l'adolescence ensemble et qui tentent de répondre aux questions qu'elles aussi ont pu se poser plus jeunes, mais bien souvent sans trouver les bonnes ressources ni forcément les bons conseils. Leur approche repose aussi sur l'idée selon laquelle les préoccupations des ados d'aujourd'hui sont différentes de celles d'avant. Les 3 amies s'attellent donc à décortiquer ces nouvelles problématiques pour qu'ados et parents tâchent d'y voir
voir plus clair. Brio Ado, c'est d'abord un compte Instagram où sont partagées des réponses qui se veulent actuelles, inclusives et bienveillantes. L'équipe s'engage par ailleurs à lutter contre la désinformation et les stéréotypes liés au sexe, au genre et au corps. On écoute Béatrice Noisé et Nine Perrard, deux des cofondatrices. On est deux des fondatrices de Brio Ado, un média qu'on a créé en 2020 pour lutter contre la désinformation et proposer aux ados d'aujourd'hui l'outil qu'on aurait aimé avoir à leur âge. On s'adresse à tous les ados pour que tout le monde puisse se sentir représenté et trouver des réponses aux questions qu'on n'ose pas forcément poser à ses parents. Brio Ado, c'est un compte Instagram, mais c'est aussi 2 livres, un pour les ados et un pour leurs parents. Sur tous nos supports, on parle de toutes les thématiques qui peuvent concerner l'adolescence, en gardant en tête toujours 3 objectifs principaux: informer, conseiller et dédramatiser. Par exemple, en termes de santé sexuelle, on sait aujourd'hui que plus les ados sont renseignés, moins ils prennent de risques. C'est important de connaître ces pratiques à risque, de savoir comment se protéger, de reconnaître les symptômes, de savoir vers qui se tourner en cas de pépin et surtout d'adopter les bons réflexes. Bien sûr, les parents ont un rôle important à jouer dans l'accès aux dispositifs préventifs et médicaux. Ce qui est aussi essentiel, c'est de briser les tabous et les idées reçues, notamment autour de ce sujet, pour éviter que la honte et la méconnaissance entraînent des retards de diagnostic et éventuellement de l'isolement. Et comme expliqué, Brio Ado aborde aussi les questions de santé, dont le sujet de la sexualité est tabou dans certains foyers, alors que la puberté est une étape clé. Et puis, il y a d'autres sujets largement évoqués, tels que les changements physiques et psychiques. Vous l'avez entendu, Brio Ado, c'est aussi 2 livres. Il y a d'abord un ouvrage à destination des ados, Mon dico d'ado aux éditions Les Insolentes. Et puis, 103 questions et leurs réponses pour tout savoir sur les ados et tenter de les comprendre aux éditions Hatier. Un livre qui s'adresse aux parents désireux de dépasser les idées reçues et d'améliorer la communication avec leurs ados. Vous connaissez Brio Ado ? Non, je crois qu'on découvre avec vous. En tout cas, ça a l'air d'être une initiative. Vous pensez que ça peut être une bonne initiative pour... De façon générale, on fait partie d'une génération qui pouvons et ambitionnons de voir la fin de l'épidémie de VIH/SIDA. Donc je pense que toute dynamique, tout projet qui peut contribuer à cette connaissance et donc à la prévention et à la diminution des affections et in fine à avancer vers la fin du VIH/SIDA est bienvenu et forcément complémentaire de tout le reste. Le plus dur pour contrer le VIH/SIDA aujourd'hui, est-ce que c'est pas cette génération, vous qui êtes sur le terrain, j'allais dire quasiment au quotidien, mais en tout cas très régulièrement, est-ce que cette génération n'a plus peur, Carla ? Je pense que cette génération a moins peur. Moi, j'étais terrorisé. J'ai 45 ans, je suis 78. Je fais partie de cette génération qui était terrorisée à l'idée de contracter le VIH/SIDA parce qu'on nous faisait peur avec ça, vraiment. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on n'en parle plus. Non, c'est sûr que c'est des jeunes qui n'ont pas grandi avec l'arrivée de l'épidémie, qui n'ont pas non plus grandi avec le fait qu'on en meurt. En tout cas, pas là, si on parle des Français, oui. pas ou plus aujourd'hui en France. Donc, c'est sûr qu'ils et elles ont moins peur. C'est pas forcément négatif. Nous, quand on fait de la prévention, on tient à faire de la prévention positive. On n'est justement pas là pour leur faire peur et pour les inquiéter. On est là pour leur parler de risques, mais pour leur donner... C'est dur à trouver le curseur. Hein. Voilà, c'est pas toujours facile. Ouais. Mais en effet, c'est quand même toujours important d'en parler parce que le fait que ce soit une génération qui en ait moins peur, ça fait sûrement aussi que c'est une génération qui est moins informée. Et c'est pour ça aussi qu'on est là pour ramener de l'information sans être dans la peur, justement. C'est dur de trouver le curseur ou pas, justement, d'arriver à informer, à les préoccuper quelque part sans pour autant les inquiéter un peu trop, comme ça a peut-être été notre cas, notre génération. Après, les réalités sont différentes. Je ne pense pas qu'à une époque, on a inquiété sur une base qui n'était pas une base véridique et scientifique. Bien sûr. C'est vrai aujourd'hui qu'il y a quand même très nettement moins de morts du VIH/SIDA en France qu'à une certaine époque. C'est vrai que les traitements sont quand même... On va en parler. Il y a eu un progrès phénoménal. Ouais. On ne fait que dire la vérité aux jeunes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut aujourd'hui prendre en charge médicalement quelqu'un qui a le VIH de sorte qu'il devienne indétectable et intransmissible pour ses éventuels partenaires, ce qui est évidemment une très très bonne chose. On ne va pas crier au méchant loup après tant d'autres choses. Ça n'empêche que si les jeunes peuvent ne pas contracter le VIH/SIDA, ça reste mieux pour tout le monde. Enfin, ça reste quand même des traitements lourds, des traitements quand même permanents. On ne guérit pas du VIH, donc si on l'attrape, c'est pour toute la vie. Oui, il faut vivre avec, bien sûr. Il faut quand même le rappeler également. Le dépistage, ils en parlent ça ou pas, ou c'est un mot qu'ils découvrent? Et surtout, quand vous en parlez, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils savent à qui s'adresser pour se faire dépister?
Pas systématiquement. C'est vrai qu'ils en parlent et ça les intéresse, mais on nous pose beaucoup de questions sur où est-ce qu'on peut aller se faire dépister, comment ça se passe concrètement, est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est anonyme. Donc, et en l'occurrence, on peut aller se faire dépister où? Eh ben, on peut aller se faire dépister dans différents endroits. Ce qu'on présente principalement aux jeunes, c'est les CEGID, les centres de dépistage anonymes et gratuits, parce que notamment pour les mineurs, c'est un accès qui peut être plus simple que de devoir passer par son médecin, qui est parfois le médecin de famille, parfois quelque chose qui peut être compliqué de ce côté-là. Donc les CEGID, il y en a partout en France et c'est un accès au dépistage anonyme et gratuit. Et sinon, évidemment, voilà, on leur dit quand même qu'ils peuvent aussi aller voir leur médecin, avoir une ordonnance et aller en laboratoire. Et ce qui est une info aussi importante à leur faire passer, et puis de manière générale, c'est que pour le VIH, on peut aller se faire dépister en laboratoire gratuitement et sans ordonnance. C'est un dispositif qui s'appelle Au Labo sans ordo, et donc ça facilite d'autant plus... Au Labo sans ordo. Exactement. On le mettra effectivement en déroulant. Être séropositif en France en 2024, vous le disiez effectivement, aujourd'hui on ne meurt pas. On peut vivre avec des traitements qui... On meurt moins, pardon. On peut vivre avec des traitements qui fonctionnent de mieux en mieux. On parlera, bien sûr, on espère bien sûr d'un vaccin. À quel horizon, je ne sais pas, mais on en parlera dans un instant. Être séropositif en France en 2024, c'est encore être victime de certains clichés. Et de discrimination. Il reste une grosse sérophobie en France, oui, alors que ce soit effectivement dans les relations interpersonnelles ou autres, pour les personnes séropositives, il y a des vraies difficultés qui se posent, ne serait-ce que dans leurs éventuels rapports avec des partenaires amoureux et sexuels. Oui. Il reste aussi quand même, alors à l'étranger et en France, une certaine sérophobie un petit peu plus institutionnelle. Jusqu'à il y a quelques mois, il y avait encore certains métiers qui n'étaient pas ouverts aux personnes séropositives. Encore certains secteurs dans lesquels... Vous pensez à quel métier notamment? Alors dans certains secteurs de l'armée, un test VIH négatif était obligatoire jusqu'au printemps 2023. Wow. Et puis bon, à l'international, il y a des pays où pour avoir un visa touristique ou un permis de résidence, il est nécessaire de faire un test et de montrer qu'on est séronégatif. Là, je ne vous les demande pas, cela effectivement, je les connais, en tout cas j'ai une petite idée de ces pays. Les discriminations là-dedans durent effectivement pour les personnes atteintes du VIH? Oui, c'est sûr que c'est aussi beaucoup d'idées reçues, beaucoup de méconnaissances du virus, de l'épidémie, du coup la peur de la transmission et beaucoup de méconnaissances déjà donc sur le fait qu'avec le traitement on ne transmet plus et sur les modes de transmission. Il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que si on boit dans le verre ou si on embrasse une personne séropositive ou si on lui serre la main, on risque d'attraper le VIH alors que tout ça, c'est pas des modes de transmission du virus. Donc il y a encore beaucoup d'informations à faire passer pour combattre justement toutes ces discriminations. Une personne traitée avec les antirétroviraux aujourd'hui a une vie normale? Absolument, à part du coup ce qui va plutôt concerner la discrimination. Ça concerne quand même 190 000 personnes aujourd'hui en France. Il y a 190 000 personnes séropositives. Donc quand on parle des discriminations envers les personnes séropositives, en fait c'est un Français sur 300. Quoi. Une personne traitée justement avec ce type de traitement, est-ce qu'elle peut transmettre, oui ou non, effectivement le VIH? Alors non, une personne qui atteint en fait un certain seuil, une personne qui prend son traitement correctement, au bout d'un moment, la personne devient ce qu'on appelle indétectable, donc la quantité de virus, pour dire les choses simplement, va diminuer. Et quand elle atteint ce seuil indétectable, c'est le moment où le virus devient intransmissible. Donc c'est-à-dire que si cette personne elle a même des rapports non protégés ou qui a un risque de transmission, elle ne transmettra plus son virus. Une femme qui vit avec le VIH, est-ce qu'elle peut avoir des enfants? Bah oui, du coup, tout à fait aussi. C'est vrai que la transmission de la mère à l'enfant, ça a été, et c'est toujours dans certains pays, un gros facteur de transmission. Mais de la même manière, une mère qui est dépistée séropositive va être mise sous traitement et le traitement empêchera la transmission. Donc elle pourra tout à fait donner naissance à son enfant, elle pourra l'allaiter sans risque de transmission. Vous confirmez, effectivement? Oui, bien sûr. J'ai fait une mini-conférence aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore des obstacles? Parce qu'on a parlé effectivement, peut-être on n'a pas parlé des personnels de santé, on a parlé des clichés. Est-ce qu'au sein des personnels de santé aujourd'hui, il y a encore des réticences et encore de la désinformation peut-être, alors qu'ils sont quand même les mieux placés pour avoir la bonne information? Alors, vous avez des remontées comme ça de terrain encore? Pour le coup, en termes de sérophobie, alors personnellement non, mais maintenant il y a des enquêtes sur le sujet qui démontrent que, notamment dans certains secteurs, je pense au cabinet de dentistes par exemple, il y a encore une grande crainte d'accueillir et de traiter des personnes séropositives parce qu'en fait, tout simplement, il y a une méconnaissance des modes de transmission et des personnes qui travaillent dans les cabinets de dentistes ne se rendent pas compte qu'ils ne risquent pas d'attraper le VIH en traitant les caries dentaires d'une personne séropositive. Aussi bien les dentistes que les assistants et les assistantes, on met tout le monde dans le... Ouais, c'est ce que faut remonter les enquêtes. Il y a beaucoup de retours effectivement de personnes séropositives qui n'arrivent pas à se faire traiter par certains personnels médicaux.
D'accord. Qu'en est-il, j'en profite de votre présence, ça fait des années qu'on parle effectivement, il y a beaucoup de progrès dans la médecine, on a parlé de ces traitements. Qu'en est-il du vaccin ? Est-ce qu'on a je sais que c'est la question récurrente, mais est-ce qu'on a en termes de littérature sur la santé, est-ce qu'il y a des choses intéressantes qui sont sorties avec un espoir qui se confirme de jour en jour ou pas trop ? Le vaccin contre le VIH, c'est un des grands défis médicaux de notre époque, aux côtés du vaccin contre le paludisme ou d'autres maladies qui n'ont pas encore de vaccin. J'imagine que ça a peut-être pris du retard pendant toute la période Covid, où effectivement tous les chercheurs étaient sur autre chose. Mais... Ça n'a pas aidé en termes de financement de ces recherches-là, ça n'a clairement pas aidé. Après, bon, je ne suis pas médecin, mais le défi visiblement est quand même surtout biologique. Le virus du VIH est un virus extrêmement compliqué à traiter parce que en évolution permanente, notamment c'est un de ses gros défauts. Voilà, ça reste un défi. C'est quelque chose qu'on espère voir, qui aujourd'hui n'est pas là. Il y a des vaccins contre d'autres IST, par contre, il faut le répéter aussi et le faire savoir, en particulier aux jeunes ou aux parents. Les hépatites A et B, notamment, on peut s'en protéger avec un vaccin. Et puis également le vaccin contre le papillomavirus, qui est à l'origine de milliers de cancers chaque année. C'est aujourd'hui le seul vaccin qui permette de se protéger contre une certaine forme de cancer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de vaccination contre le papillomavirus, il y a encore Et ces vaccins ne sont pas obligatoires ? Comment ? Le vaccin, par exemple, contre le papillomavirus, il n'est pas obligatoire aujourd'hui ? Non, le vaccin contre l'hépatite B est devenu obligatoire pour les nourrissons en 2018, donc c'est quand même assez récent, même si dans les faits, il était quand même plutôt fait par beaucoup de personnes, mais il n'était pas obligatoire. Le vaccin contre le papillomavirus n'est pas obligatoire, et il est recommandé entre 11 ans et 14 ans, même s'il y a un rattrapage qui est possible jusqu'à 26 ans. Avant le premier rapport sexuel, non ? Voilà, c'est ça. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas possible de le faire après, ça veut dire qu'il est plus efficace si on le fait avant. C'est pour ça, comme le disait Aymeric, que c'est aussi particulièrement important de sensibiliser les parents, parce que ça arrive tôt dans la vie des adolescents. Merci infiniment tous les deux d'être venus nous voir effectivement sur le plateau de School TV Le Mag. J'espère qu'on a tout dit. Vous reviendrez. Pire si on n'a pas dit, on se reverra assez rapidement. Merci beaucoup à vous. Rien à rajouter. Carla Doncker, chargée de prévention chez Solidarité Sida, et Aymeric de chez elle, responsable prévention, également chez Solidarité Sida. Vous l'aurez compris. Merci à tous les deux. Un grand merci à toi, Alix. On se retrouve demain. Je parle de plus en plus vite parce qu'on est très en retard. Mais c'est pas grave.